Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios et 7 télévisions partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème comment mieux encadrer le secteur de la migration au Niger après l'abrogation de la loi 2015-036 qui criminalisait toutes les activités liées à la migration. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Tchani, dans une ordonnance en date du 25 novembre 2023, abroge la loi 2015-036 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite des migrants au Niger. Pour rappel, la loi 2015-036 criminalisait toutes les activités liées à la migration et frappait durement les personnes qui s'adonnent au trafic des migrants. L'article de l'ordonnance qui a abrogé cette loi stipule que les condamnations prononcées en application de la dite loi ainsi que leurs effets sont effacés. Ainsi, l'article de cette ordonnance indique qu'aucune réclamation de quelque nature que ce soit sur la base de cette ordonnance n'est recevable. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Maman Kakatouda, membre de l'association alternative Espace Citoyen et spécialiste des questions de la migration. Maman Kakatouda, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Bra Mamadou, magistrat et ancien commissaire à la Commission nationale des droits humains. Monsieur Bra Mamadou, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, je suis Mokhtar Hamadou. Avant de rentrer dans le vif du sujet, suivons quelques migrants et acteurs de la migration à Agadez. Ils sont interrogés par notre correspondant régional Moussa Maman. Nous sommes très contents. La population d'Agadez et les ex-prestataires, c'est des sourires aux lèvres. Parce que c'est une loi d'abord qui a fracturé la région d'Agadez. Beaucoup de jeunes ont perdu leur emploi. Agadez, d'abord, c'est le transport général qui est une activité principale qui a posté l'économie de la région à l'époque et que maintenant, aujourd'hui, il nous a dit que cette loi a été abrogée. Vraiment, nous sommes très contents et nous tenons à remercier également tous ceux qui ont contribué pour l'abrogation de cette loi. Nous plaidons à ce que ça soit organisé. Il faut que les gens reviennent au niveau de l'autogar. Ils auront une feuille de route et cette feuille de route, il y a les autorités administratives qui vont mettre leur cachet, ils vont payer leurs taxes et ils vont continuer à destination. Il ne faut pas que ça soit une débandade. Il faut que ça soit dans les normes pour que les gens là arrivent à destination où ils ont payé. Il ne faut pas que ça soit un désordre. C'est une satisfaction totale. Les CNSP et leur gouvernement ont pu quand même faire en sorte d'abroger cette loi. Parce que cette loi, nous au niveau de l'Agadez, elle nous a amené plus de problèmes qu'avant. Parce qu'il y a eu vraiment une insécurité totale à travers les axes de contournement. Parce qu'au tout début, les gens passaient ici par les gares, les gens étaient enregistrés, on savait qui sort, qui est arrivé, qui ne l'est pas. Mais avec le contournement, cette loi-là, quand elle était venue, il y a eu des axes où le Nigeria même on peut directement piquer sans passer par les grands centres de contrôle. C'est le moment, en tout cas, que ces jeunes-là se réorganisent pour faire en sorte que cette activité, en tout cas, leur serve à quelque chose, de s'organiser pour que l'État, les autorités puissent contrôler le trafic, mais aussi aujourd'hui, ils aussi passent par les grands axes de contrôle où aujourd'hui rien ne peut les arrêter. Monsieur Kakatouda Maman, vous êtes spécialiste des questions de la migration. Vous venez là d'entendre quelques migrants et même acteurs de la migration interrogés à partir d'Agadez. Quel commentaire cela suscite en vous? Merci beaucoup, monsieur Mokhtar. Et je ne sais pas si je suis spécialiste en tant que tel, mais je suis quelqu'un, en tout cas au niveau de l'association alternative Espace Citoyen, qui s'intéresse beaucoup à cette question de la migration. Alors, j'ai écouté les cris de cœur de certains de nos compatriotes. Et des cris de joie aussi. Bien sûr, les cris de cœur, c'est des cris de joie en fait. Vous savez que depuis 2015,
plusieurs organisations de la société civile. Là, je suis avec l'ancien commissaire de la Commission nationale des droits humains. Nous nous sommes beaucoup battus pour dire qu'il y a des lois des articles très liberticides par rapport à cette loi de 2015-036. Et aujourd'hui, c'est derrière nous. Et je vois quand les gens crient de joie, à Agadez, les gens ont même fêté, si vous voulez. On a vu la réaction du président du conseil régional, M. Mohamed Anako. On a lu ça sur Air Info, qui s'est félicité également par rapport à cela. Et je pense que nous ne nous disons pas que on ne tape pas la poitrine pour dire que nous sommes un des acteurs, parmi plusieurs acteurs de la société civile, des organisations de la société civile, à décrier cette loi. Je pense qu'aujourd'hui, cette loi est derrière nous. Nous allons revenir par rapport à cette abrogation. Vous avez fait certainement, il y aura une question sur ces questions. Absolument. Mais en réaction rapide, je pense que c'est désormais derrière nous. Mais comment nous allons nous réorganiser pour donner un visage plus humain, un visage respectueux des droits humains désormais sur ces questions-là. Et pour le moment, on ne peut que se frotter les mains et on dira que bye bye la loi 2015-036. Merci beaucoup, Maman Kakatouda. Monsieur Bra Mamadou, vous êtes magistrat, ancien commissaire au niveau de la Commission nationale des droits humains. Votre réaction par rapport à ces cris de cœur ou bien des cris de joie de ces acteurs de la migration, y compris interrogés au niveau de la région d'Agadez? Allez-y. Merci bien, Mokhtar, pour nous avoir invités à l'effet d'échanger sur ces questions-là. Justement, ce n'est un secret pour personne que cette loi était vraiment assez controversée et contestée dans son fond et dans sa forme. Nous n'avons cessé de le dire. Je me rappelle depuis 2017, après avoir fait un peu le monitoring par rapport à l'application de la dite loi, après un examen plutôt juridique, sinon scientifique, de cette loi, des incohérences de la loi par rapport aux conventions internationales. Et depuis 2017, 2018, 2019 jusqu'à 2020, la Commission nationale des droits humains n'a cessé, dans chacun de ses rapports, à interpeller les autorités par rapport à tout simplement l'illégalité de cette loi ou sa non-conformité aux conventions internationales auxquelles l'État du Niger est parti. Ça, c'est un pan. L'autre aspect, c'est que qu'est-ce qui a motivé la loi? Qu'est-ce que nous, Nigériens, nous gagnons? Une loi est toujours faite dans un cadre de politique publique bien établi et on sait que les politiques publiques visent le bien-être des concitoyens. Alors, qu'est-ce que nous gagnons? Et pourquoi cette loi? Par rapport à quoi? Est-ce qu'on ne met pas en application, on exerce plutôt un agenda étranger à nos propres intérêts? Voilà tout l'enjeu qui s'est posé par rapport à cette loi. Merci beaucoup, Bra Mamadou. Maman Kakatouda, le texte avait été adopté en 2015 dans le cadre d'un accord avec l'Union européenne. Tout de suite, Bra Mamadou avait évoqué l'agenda étranger. Voilà, pour endiguer le flux d'exilés ouest-africains en route pour l'Europe via la Libye ou l'Algérie. Au niveau de votre association, l'association alternative Espace Citoyen, quelles sont les difficultés rencontrées au sujet de cette loi? Bien, écoutez, vous savez, en 2015, vous vous rappelez, au sommet de la Valette, l'ancien président Issou Mahamadou, on était sorti déjà des élections, était parti avec un document très clair par rapport à c'est vraiment pour dire que le Niger est prêt à dialoguer avec l'Union européenne dans le cadre du Fonds fiduciaire d'urgence pour justement contrer tous les migrants ouest-africains qui vont partir vers l'Europe. Vous savez que le Niger est parti quand même, est membre du protocole, est membre de la CEDEAO, et du coup, il y a ce qu'on appelle le protocole sur la libre circulation des personnes et des biens. C'est dommage que notre pays ait pris le devant. Ratifié par le Niger. Ratifié par le Niger ait pris le devant. Normalement, tout citoyen ouest-africain, ici au Niger, il est chez lui, mais malheureusement, cette loi 2015-36, même les Nigériens, par exemple, quelqu'un qui quitte Kanché dans la région de Zender pour venir à Agadez, il rencontre énormément de difficultés avec les forces de défense et de sécurité. Ils n'ont pas le choix parce qu'il y a une loi. Donc, de ce point de vue, c'était
un problème. Donc les difficultés rencontrées, même pas les organisations qui font le travail de veille, qui font ce travail de défense des droits humains, mais c'est surtout les personnes aujourd'hui, quand vous prenez les passeurs, vous prenez les conducteurs, tous ceux qui facilitent dans la chaîne de l'économie migratoire ont eu des difficultés. Voyez-vous, toutes les personnes qui ont été arrêtées, les biens qui ont été confisqués. Et vendus aux enchères par la suite. Vendus aux enchères, nous allons revenir par rapport à cette loi, n'est-ce pas, par rapport à cette abrogation. Donc, ça a causé énormément de difficultés. On aurait souhaité que cela n'arrive pas, mais c'était dans un contexte où il y avait la pression vraiment de l'extérieur. Voyez-vous, tous les balais diplomatiques qui venaient ici à Niamey, il y avait même des ambassadeurs qui étaient jusqu'à Agadez pour pouvoir voir comment ils peuvent faire. Et tout ça là, nous avons décrié pendant ces 5 ans ou pendant ces 7 ans de mise en œuvre. Les conséquences sont évidentes, les effets sont évidents. Nous allons revenir tout à l'heure, mais je pense qu'aujourd'hui, je dis encore une fois de plus, on pense que c'est derrière nous, mais je souhaite que ça ne sera pas quelque chose de circonstance. Vous savez, une loi de circonstance, un texte pris dans une circonstance bien déterminée. Si les circonstances disparaissent, il y a Vous faites allusion à quoi? Je fais allusion à cette loi d'abrogation. J'espère que ça a été... J'aurais souhaité que ça se passe dans un contexte bien déterminé, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas quelqu'un... Je suis quelqu'un qui se bat beaucoup pour la défense de la démocratie, des acquis démocratiques. J'aurais personnellement souhaité que ça se passe dans un contexte démocratique bien déterminé, mais qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne, c'est une bonne chose. Nous nous sommes battus et aujourd'hui, on a le fruit de cette lutte et je tire chapeau à mais vous avez rencontré néanmoins des difficultés. Énormément de difficultés parce que les personnes qui ont été arrêtées, nous avons fait des travaux de monitoring avec la communauté. Moi, j'ai fait partie déjà avec les autres qui ont eu la chance d'aller voir des gens qui ont été arrêtés ici à la maison d'arrêt de Niamey. J'ai eu à les rencontrer, j'ai eu à les visiter. Leur tort était qu'ils avaient été pris parce qu'ils conduisaient. Leur tort était de dire que non, ils avaient facilité un peu la tâche. Ce sont des gens qui ont passé des années ici à la prison. Aujourd'hui, je remercie et nous nous félicitons que vraiment j'ai vu le message radio du ministère de la Justice qui ordonne qu'il y a, suivant une procédure bien déterminée, en tout cas petit à petit, ils vont commencer à libérer. Et je pense que ça ne reste pas beaucoup de personnes sur ces questions-là, mais les difficultés sont énormes vraiment. C'est surtout quand on dit que quelqu'un a été arrêté et j'étais en prison, la première difficulté, c'est pour lui-même, d'abord, dans le cadre de la privation de ses libertés, c'est pour sa famille, n'est-ce pas? La communauté. C'est pour ses proches, c'est pour la communauté. Quand on dit que le bien avec lequel tu cherches à manger, à joindre les deux bouts, que ce soit moto, que ce soit voiture, que ce soit tricycle, ou que ce soit n'importe quel moyen de transport, a été confisqué et par la suite a été vendu aux gens. Certains, on a vu à la télé, tellement que les véhicules et les motos entassés au niveau de la compagnie, une fois sur télévision nationale, ou des pneus qui sont totalement usés, on aurait dû même faire en sorte que ces biens qui ont été pris dans le cadre vraiment de cette lutte-là puissent être bien sécurisés. Cela n'a pas été. Petit à petit, les gens venaient, ils enlevaient des pneus, ils enlevaient des moteurs. Ce sont des choses très graves qui s'est passé. Je pense que c'est derrière nous, mais il faut faire le bilan un jour. On ne va pas dire que tout ça là s'est passé et qu'on va faire table rase parce qu'il y a eu une abrogation. Nous allons revenir là-dessus. Maman Kakatouda, le 20 décembre passé, l'association Alternative Espace Citoyen avait organisé une formation sur la collecte des données migratoires et le rapportage en droits humains au profit des membres de l'Observatoire des droits des migrants au niveau d'Agadez. Quels en sont les résultats attendus? Écoutez, les résultats, c'est que plus jamais tout ce qu'on a vu en termes de violation des droits humains ne puisse se faire. Parce qu'il faut tirer les leçons déjà du passé. On a vu avec cette loi 2015 qui est désormais derrière nous toutes les violations des droits humains. Mais il faut aussi que les acteurs eux-mêmes prennent conscience que personne ne viendra construire ce pays à notre place. Il faut que nous soyons nous-mêmes les véritables gardiens de notre droits humains, des droits humains des personnes qui sont là. C'est pourquoi nous avons réuni tous les acteurs qui interviennent dans le cadre justement de cette question migratoire. Nous avons fait à peu près 2 à 3 jours de formation pour le dire. Voilà un peu les grilles à remplir. Voilà un peu les questions sur la question des droits humains. Il faut absolument que les gens sachent que quand tu fais un travail, tu sais que d'abord toi-même tu as été formé, tu es formé et quand tu parles, qu'on sache de quoi tu parles, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas promouvoir quelque chose qu'on ignore,
encore une fois. Pour bien défendre quelque chose, il faut bien maîtriser cette chose-là. Donc c'est pourquoi il est important que les organisations de défense des droits humains, la chaîne vraiment de l'économie migratoire, en tout cas toutes les personnes qui interviennent dans ces domaines, puissent renforcer leurs capacités pour se dire que plus jamais nous ne laissons des gens. Quand on dit que le désert nigérien est devenu vraiment le cimetière, c'est quand même très fort. Le cimetière des migrants, c'est quand même très fort. Comment faire en sorte que désormais, des gens qui perdent des Sénégalais, des Maliens, des Burkinabés, en tout cas des communautés ouest-africaines, nos frères ouest-africains qui viennent traverser ce désert, certains sont morts, n'est-ce pas? Les familles ne savent même pas où est-ce qu'il faut avoir leur corps. Donc il faut qu'il y ait des gens qui ont une certaine maîtrise, une certaine connaissance pour dire qu'à tel endroit, il y a telle personne, à telle date, il y a telle personne ou tel migrant qui sont décédés, et voilà un peu là où ils ont été inhumés, voilà un peu la trajectoire dans laquelle... De telle façon que même si les parents qui sont loin... Est-ce que c'est là la vision de l'association Alarme Faune Sahara? C'est un peu ce que Alarme Faune Sahara fait, et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut faire un travail de veille sur ces questions-là. Merci beaucoup, Mamana Kakatouda de l'association alternative Espace Citoyen. Monsieur Ibra Mamadou, vous êtes magistrat, ancien commissaire à la Commission nationale des droits humains. Cette loi qui érige et incrimine en trafic illicite certaines activités par nature régulière avait été votée sous l'influence de certaines puissances étrangères. Vous l'avez effleuré et tout de suite, affirme le communiqué. En outre, cette loi a été prise en contradiction flagrante de nos règles communautaires. Maman Kakatouda avait évoqué tout de suite le protocole additionnel de la CEDEAO qui favorise la libre circulation des personnes et de leurs biens et ne prenait pas en compte les intérêts de la République du Niger et de ses concitoyens, ajoute-t-il là. Et en tant que juriste, quelle lecture faites-vous au sujet de la loi 2015-036 abrogée par les autorités de la transition ici au Niger? Oui, le communiqué est assez explicite. Je pense que c'est un débat qui a été fait et qui revient, et que même le citoyen lambda se dit que cette loi pose des problèmes. Pourquoi cette loi pose des problèmes? C'est par rapport non seulement à sa structure, à ce qu'elle comporte comme interdiction. On ne pourrait pas comprendre que quelque chose qui est censé être licite tombe dans l'illégalité. Ça n'a pas trop de sens, à mon sens. Mais également par rapport à la finalité. Maintenant, par rapport au contenu même de la loi, nous avons eu à faire les débats avec les experts de la CEDEAO qui tentaient, vaille que vaille, à nous démontrer que cette loi n'a rien de contraire au protocole de la CEDEAO, ce qui n'est pas vrai. On a eu beaucoup de rencontres à Genève, à Berlin, je me rappelle, 2017, 2018, 2019, avec des ambassadeurs de l'Union européenne, où c'était houleux. À la limite, on s'est quitté à queue de poisson, parce qu'on leur a démontré par A plus B que eux qui défendent des valeurs de droits de l'homme, cette loi n'a rien de droits de l'homme. Cette loi ne protège en rien, aucunement, les migrants. Pourquoi? Quand vous prenez la liberté, le droit à la mobilité, c'est un droit humain consacré par toutes les conventions internationales. Et le droit à la mobilité voudrait dire de façon résumée que je peux bouger, je peux aller dans n'importe quel pays et je peux quitter n'importe quel pays. Oui, mais il y a des règles, il y a des lois. Oui, c'est là où je veux en venir. Vous prenez le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il soumet ce droit, peut-être, si vous voulez, pour respecter la souveraineté des États, à la réglementation, à une certaine réglementation. Mais l'observation des experts dit que réglementation n'est pas synonyme d'interdiction. On réglemente, on n'interdit pas aux gens de bouger, on n'interdit pas à un être humain de voyager, d'aller où il veut, mais on réglemente. Ça, c'est un aspect. Par rapport à cette loi, on a tout comme l'impression qu'on interdit. Deuxième chose, c'est la sortie.
Et même le protocole à la Convention internationale de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, protocole relatif à la lutte contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, prévoit juste en termes dans la définition du trafic l'entrée illégale, pas la sortie. Et quand vous vous référez au pacte international ou à la convention sur les travailleurs migrants, la sortie n'a jamais causé un problème. Nous, dans notre loi, on dit entrer ou sortir. Donc, quand vous faites une lecture un peu simple, de façon textuelle, on dit que n'importe quelle personne peut rentrer dans n'importe quel pays, quitter, sans problème. Le droit de quitter n'est pas soumis à quoi que ce soit. Alors que nous, ici, le droit même de quitter est sanctionné de peine d'emprisonnement. On va revenir un peu en détail par rapport aux différentes observations des comités de droits de l'homme sur ces questions-là. Donc, il y a un problème, mais aussi au niveau de la CEDEAO. Comment un Nigérian ou un Gambien ou un Sierra-Léonien qui est pris à Agadez est présumé quitter l'espace CEDEAO? Et dès lors, on vous prend, on vous amène en prison. Alors que je ne sais pas où se limite le territoire de la CEDEAO. Et à un moment donné, avec Alternative, on a posé la question, et avec d'autres experts, la question de l'externalisation des frontières s'est posée. On pensait que les frontières de l'Union européenne avaient bougé jusqu'à Agadez. Parce que je ne peux pas comprendre quand même que quelqu'un de la CEDEAO, Agadez est pris, on présume qu'il a déjà commis l'infraction. Alors qu'il est dans l'espace CEDEAO, il est en règle, même s'il ne l'est pas. Et on a vu que toutes les conventions s'accordent à dire que le fait de rentrer dans un pays sans être en possession de documents de voyage ou de façon irrégulière n'est pas synonyme d'infraction à la loi pénale. Ce n'est pas comme si vous avez tué. Non, être en situation irrégulière ne fait pas de vous un criminel. Ça n'a aucun sens. Et toutes les conventions internationales s'accordent à le dire. Et les observations des experts le disent aussi. Alors, vous voyez que ça pose un problème de droit. Non seulement la migration est criminalisée, mais surtout le pire, c'est l'aide aux migrants qui est criminalisée. Or, la loi avait pour but de protéger les migrants. Quand vous vendez de l'eau à un migrant, c'est moyennant rémunération. Quand vous donnez une chambre d'hôtel à un migrant, c'est votre activité. En quoi cela fait de vous un criminel? Non. Mais justement, on dit d'aider, le fait même d'aider les migrants, on est complice de telle infraction, telle autre infraction qui est même difficile à lire et à comprendre. Maintenant, pour ce qui est de l'agenda, il faudrait le dire que ça n'a pas démarré avec la loi de 2015. La loi de 2015 n'est que l'aboutissement d'un long programme. Depuis les accords de Cotonou, en 2000, il était convenu entre pays ACP et Union européenne que maintenant l'aide publique au développement est conditionnée en fonction de la performance des États. Et la performance, quand l'Union européenne parle de performance, c'est la capacité à faire des réformes institutionnelles. Et dans ces accords a été stipulée une clause qui impose à nos États des accords de réadmission de leurs concitoyens en situation irrégulière en Europe. On a passé. Donc, voyez-vous, maintenant, l'Agence nationale de lutte contre la traite, trafic illicite de migrants, les quelques accords bilatéraux avec le Cap Sahel et autres, tout ça, ça montre la performance. Et jusqu'à une période récente, le Niger était considéré comme étant un bon élève. Pourquoi? Par rapport à quoi? Par rapport à leur intérêt. Il faudrait le dire, il faudrait le rappeler que chaque politique, qu'on soit de droite ou de gauche, en Europe, s'accommode à l'opinion publique. Et quel que soit le bord qui vient au pouvoir, ça va s'y accommoder. Et cette affaire, les Européens se sont invités dans l'agenda des migrations africaines en suivant leur opinion qui a évolué, qui a fait l'amalgame entre terrorisme et migration, la crise de l'emploi, les différentes crises économiques depuis 2000 que ce monde a connu. On l'impute au bouc émissaire qui est le migrant.
Alors, donc, c'est par rapport à leur agenda. Nous sommes allés, les accords de Cotonou, on est venu au processus de Rabat, on est venu au processus de Khartoum, où ils se sont invités. Ils disent non. Dans tout ça, Bara Mamadou, quel est l'intérêt du Niger? Je ne vois aucun intérêt durable pour le Niger. Monsieur Bara Mamadou, le CNSP a donc décidé d'abroger cette loi en raison de tous ses effets néfastes et de son caractère attentatoire aux libertés publiques, vous l'avez effleuré. L'ordonnance stipule que les condamnations et leurs effets prononcés en application de la loi abrogée sont effacés à compter du 26 mai 2015. Que faut-il comprendre à travers ce passage de l'ordonnance du CNSP? Bon, l'ordonnance a donné une date à partir de laquelle ces effets ne comptent plus. Parce que, au fait, c'est quoi? C'est une sorte d'annulation. C'est vrai, le terme abrogé de façon rétroactive et semble un peu mal sonné d'un point de vue du droit. Parce que l'abrogation, c'est toujours pour l'avenir. Mais là, exceptionnellement, l'ordonnance elle-même stipule que ça efface. Ça veut dire que ces personnes sont censées n'avoir jamais été condamnées. Ceux qui ont été condamnés. C'est ce que ça veut dire. Voilà, ils sont censés n'avoir jamais été condamnés. Ils sont censés n'avoir jamais commis d'infraction à la loi de 2015. Ils sont censés être clean, etc. etc. Mais c'est que l'ordonnance amène une autre précision que les réclamations sont irrécevables. Et ça, c'est pour des questions pratiques. C'est pourquoi on aurait pu comprendre un autre terme que de parler d'abrogation d'un point de vue rétroactif en épargnant certains effets. Et justement, les réclamations, c'est quoi? Les personnes qui ont vu leur véhicule confisqué. Bon, si vous prétendez que je n'ai rien commis, et si je suis clean, je suis blanc comme neige, c'est en vertu d'une loi qu'on a pris mon véhicule. Qu'on a saisi mes biens. Bon, il faut me restituer mes biens. Donc, il y a un peu, ça pourrait causer des difficultés d'un point de vue pratique. Bon, les juridictions ont déjà commencé à réfléchir sur ces questions. Je pense qu'on aura une voie de sortie. Merci beaucoup à tous. On observe une courte pause. Mamana Kakatouda, on revient vers vous. Ces dernières années, la criminalisation de la migration avait contraint de nombreuses personnes à emprunter de nouvelles routes à travers le désert, aussi éloignées que possible pour éviter les contrôles et donc généralement dangereuses pour leur vie. Que faire pour arrêter l'hémorragie? Merci beaucoup. Mokhtar, avant de dire que faire pour arrêter l'hémorragie, mais je voulais revenir un peu sur ce que le grand frère vient de dire. Oui, allez-y. En fait, c'est bien que l'ordonnance ait été prise, l'ordonnance du 25 novembre 2023, mais le problème, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui qu'aucune réclamation n'est recevable sur cette base, étant donné que... Ah, donc l'État doit indemniser... Écoutez, absolument, parce que c'est quoi? On ne peut pas dans une loi prendre ou dans une ordonnance mettre un article pour empêcher aux gens qui ont été victimes, n'est-ce pas, de venir réclamer. Cela ne peut pas se faire. Parce que même si aujourd'hui la constitution du Niger n'existe plus, je pense que le CNSP, dans son communiqué numéro 1, a dit qu'il est partie prenante aux instruments juridiques nationaux, internationaux, régulièrement ratifiés par lui. Aujourd'hui, je suis persuadé que cette ordonnance ou cet article, quand on fait le lien avec ces instruments juridiques, ce sont des articles qui n'ont pas de sens, dans la mesure où, moi, quelqu'un qui a fait, même si par exemple, quelqu'un qui a fait matériellement, qui a fait 1 an, 2 ans de prison, comment tu vas enlever en lui, n'est-ce pas, les souffrances qu'il a? Même si sur le papier, il n'a jamais été condamné, mais il l'a vécu. Quelqu'un à qui on a pris la moto ou le véhicule, même qu'il n'existe plus. Donc selon vous, Maman Kakatouda, l'État doit faire quelque chose? Absolument, aujourd'hui, il faut revoir. Cela, je pense que pour le moment, on est dans le brouhaha, on se frotte les mains, on se félicite, n'est-ce pas, de l'abrogation de cette loi qui a causé tant de problèmes, parce que les gens ne regardent pas beaucoup un peu cet aspect, mais je pense que dans l'avenir, ce sont des points qui vont
être posé comme problème. Je suis persuadé que cela, en tant que défenseur des droits humains, il faut relever que des gens qui ont souffert de cette loi, des gens qui ont perdu des biens, des gens qui ont fait la prison, tu ne peux pas venir mettre un article. Vous allez faire un plaidoyer dans ce sens? Absolument, c'est de faire des plaidoyers, mais c'est aussi de lire les textes là pour que les gens comprennent que vraiment ça, c'est en tout cas, textes internationaux. En tout cas, cet article 3 qui dit qu'aucune réclamation de quelque nature que ce soit n'est recevable sur cette base. Je pense que quand les magistrats vont faire la lecture, cela ne peut pas passer. S'il y avait, par exemple, la Cour constitutionnelle, il fallait amener cet article pour la constitutionnelle. Je suis persuadé que la Cour allait déclarer que cet article n'est pas conforme à l'esprit et à la lettre de la Constitution. Revenons par rapport aux voies de contournement. Mais écoutez, par rapport, pour le moment, avec l'abrogation, normalement, quelqu'un l'a dit, il suffit qu'il y ait une feuille de route au niveau de l'autogare. Les gens n'ont qu'à suivre les procédures normales pour se faire. Actuellement, la loi 2015 étant abrogée, pour moi, la première des choses, c'est que ça ne va pas causer effectivement des problèmes. Les gens vont suivre la procédure normale pour s'enregistrer, pour suivre, parce que désormais, l'activité est-il facile à ce niveau de mettre de l'ordre? Mais le problème maintenant, en faisant ça aujourd'hui, déjà la Libye est en train de prendre des mesures drastiques, n'est-ce pas? L'Algérie ne va pas faciliter. Aujourd'hui, Dieu seul sait. La Tunisie non plus. La Tunisie non plus, parce que sachant pertinemment que le Niger a abrogé cette loi, ils vont prendre des garde-fous pour qu'il y ait plus de refoulement. On ne peut pas faire 2 semaines à partir de l'Algérie sans qu'il y ait de refoulement. Là-bas aussi, ils vont trouver d'autres voies de contournement. Mais écoutez, justement, étant donné qu'ils vont prendre des garde-fous pour pouvoir contrer ou contrôler leurs frontières, malheureusement, encore une fois de plus, c'est les migrants, ils vont utiliser leur génie créateur pour contourner des voies, et c'est des voies qui vont encore être plus risquantes. Malheureusement, je ne pense pas qu'aujourd'hui, les drames vont être finis, vont prendre fin à partir de... Peut-être même, c'est à partir de maintenant que la gestion de cette question migratoire va causer énormément de difficultés, parce que l'Algérie va prendre des mesures, la Tunisie va prendre des mesures, la Libye va prendre des mesures, et les gens sont prêts à partir. Quelqu'un qui a laissé chez lui, qui a laissé femme, enfant, maman, papa et tout derrière, il est prêt à affronter toutes les souffrances, et je pense que nous, organisations de la société civile, nos États, en tout cas au niveau du Sahel, mais également les autres États, vont travailler, faire en sorte qu'on donne plus de l'humanité, plus un visage humain sur ces questions. Sinon, je pense que dans quelques mois ou dans quelques années à venir, nous allons encore revenir sur ces mêmes questions pour dire que il y a encore plus de difficultés. Donc, prenons des garde-fous dès à présent pour que ce qu'on a connu hier, toutes les difficultés, tous les problèmes qu'on a connus hier ne puissent pas revenir. Sinon, en tout cas, on n'a pas tiré les leçons. Et j'espère que vraiment le futur de la question migratoire a de l'avenir devant lui, mais qu'on travaille davantage pour que plus jamais vraiment les personnes ne puissent vraiment mourir de manière vraiment très lamentable dans le désert ou tout ce qui s'ensuit. Monsieur Kakatouda Maman, Alarme Fond Sahara et son grand réseau Afrique-Europe Interact apprennent avec satisfaction l'abrogation de la loi anti-immigration 2015-036 dite contre le trafic illicite de migrants. Que reste-t-il à faire après l'abrogation de la loi au niveau de l'association Alarme Fond Sahara? Écoutez, je pense que nos camarades ou nos amis de l'Alarme Fond, on était d'ailleurs avec eux à Agadez dans le cadre de la 4e édition du festival Ajapa Makodo que Alternative organise. D'ailleurs, c'était avec la Commission nationale des droits humains. Je suis persuadé que s'ils étaient encore en activité, on allait se retrouver avec le commissaire Bra et tous les autres. On était avec Ali Azizou, qui était quand même le coordonnateur de Alarme Forum au niveau au Sahara. Ils disent qu'eux, ils sont déjà un peu en avance dans le cadre vraiment de sensibilisation, par exemple, des transporteurs, n'est-ce pas, les migrants, en tout cas, toute la chaîne. Ils anticipent pour leur dire oui, la loi 2015 a été abrogée, n'est-ce pas, désormais, mais il faut faire attention parce que, étant donné que les autres vont avoir des garde-fous des garde-fous en prenant des mesures pour contrer en tout cas tous les candidats à cette même question migratoire, mais même du reste de l'Union européenne, aujourd'hui, tous les moyens
ils vont utiliser pour faire pression, par exemple, à d'autres. C'est sûr, ils vont faire pression avec la Libye. Même si sur l'Algérie, ils n'auront pas beaucoup de contrôle, je suis persuadé qu'un pays comme la Tunisie, un pays comme la Libye, ils vont mettre les moyens parce que tous leurs efforts seront concentrés de l'autre côté pour qu'ils puissent contrer. Donc, n'ayons pas vraiment, ne continuons pas à applaudir seulement sans avoir à l'esprit que d'autres difficultés vont se dresser devant nous, d'autres difficultés vont surgir dans les mois, en tout cas les années à venir. C'est pourquoi vraiment une conjugaison des efforts des acteurs vraiment de la chaîne migratoire, des organisations de la société civile, des organisations de défense des droits humains, de tous les autres acteurs s'impose pour que puissent continuer à sensibiliser pour que plus jamais des erreurs qu'on a connues hier ne puissent pas se répéter. Sinon, on va continuer à compter les morts dans nos déserts et c'est dommage que cela puisse arriver. Cela veut dire qu'on n'a pas encore tiré les leçons de tout ce qu'on a connu comme difficulté dans les années passées. Et je pense que cela est encore évitable. Et cela est évitable, mais cela dépendra également de notre engagement, d'abord personnel en tant qu'organisation, mais de nos engagements communs, collectifs. On peut faire en sorte que les droits humains puissent être respectés. Maman Kakatouda, vous venez de dire que d'autres difficultés sont encore devant nous. Comment éviter les actes d'arnaque, de chantage, de violence, d'exploitation sexuelle et d'abus contre les personnes sur toutes les routes de la migration? Écoutez, tout ce qu'on peut faire, c'est de continuer à sensibiliser les gens. C'est de continuer à sensibiliser les acteurs de la migration, que ce soit les chauffeurs, que ce soit les passeurs, que ce soit les facilitateurs, que ce soit tous ceux qui accueillent même. Parce que vous savez, ce n'est pas que seulement dans la chaîne migratoire qu'il y a de l'arnaque. C'est un peu propre, vraiment, malheureusement, je l'ai dit, à nos comportements. Aujourd'hui, les gens dans tous les domaines, quand vous prenez, ils veulent toujours suivre la voie de la facilité, ils veulent toujours suivre un peu, faire des une petite virgule pour des facilités, mais je pense que c'est une question d'éducation. Il faut que les citoyens puissent être véritablement éduqués. Il faut aussi que le pouvoir public veille. Mais écoutez, le pouvoir public, j'espère qu'ils vont veiller. Aujourd'hui, quand vous quittez Niamey jusqu'à aller à Agadez, il y a tout un mécanisme de contrôle. Moi, je reviens d'Agadez. On a vu toujours ce dispositif de contrôle récemment aussi, le gouverneur de la région d'Agadez avait entrepris une tournée dans toutes les localités de la région pour sensibiliser les populations par rapport à la pratique. Justement, c'est une question vraiment de sensibilisation. On ne finit jamais de continuer à sensibiliser les gens. Il faut continuer à sensibiliser, continuer à éduquer les gens et d'abord, c'est une question de conscience personnelle, n'est-ce pas? Parce qu'un être humain, comme toi, tu ne peux pas quand même le maltraiter. Un être humain, ce n'est pas parce qu'il n'est pas ton compatriote, mais nous vivons dans un espace communautaire qu'est la CEDEAO, l'Union africaine. Nous nous battons pour le panafricanisme, nous nous battons pour un idéal commun. Je pense qu'entre un Malien, un Sénégalais, un Nigérien, un Togolais, un Béninois, nous sommes les mêmes communautés, que les gens comprennent cela, que je quitte Niger pour aller au Bénin. Les difficultés qu'on m'impose ne puissent pas exister. Je quitte Togo pour aller au Nigeria. Il ne faut pas qu'on me mette des barrières. Il y a des facilités qui sont... Je suis en possession de mes documents de voyage, qu'on me facilite la tâche au lieu de m'arnaquer. Ce n'est pas que seulement quand tu veux aller en Europe qu'il y a des difficultés. Même à l'intérieur de nos espaces communautaires, il y a ces difficultés. À plus forte raison, aller ailleurs. Donc c'est pourquoi nous allons continuer à nous battre pour que la libre circulation des personnes et des biens d'abord soit effective dans notre espace communautaire à nous, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine, avant d'espérer que la libre circulation est aussi possible ailleurs. Si au sein de nous-mêmes, nous créons des difficultés, nous mettons des barrières pour quitter d'un pays à un autre, je pense que c'est très grave. Plus de 30 ans, 50 ans après nos indépendances, si nous continuons encore à mettre des barricades et des barrières pour ne même pas avoir la simple circulation dans nos espaces, je pense que c'est extrêmement grave. Merci beaucoup, Mamana Kakatouda. Monsieur Bra Mamadou, avocat, et Bra Mamadou, magistrat et ancien commissaire à la Commission nationale des droits humains. Le Niger, pays d'origine, de transit et de destination des victimes de traite et de trafic illicite de migrants, a souscrit aux engagements internationaux relatifs à la lutte contre la traite des personnes à travers la ratification le 30 septembre 2004. Comment faire pour un peu faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens au Niger?
En fait, il faudrait d'abord dire qu'il y a beaucoup à faire. Mon jeune frère Kaka l'a dit, c'est un problème de mentalité. Tout à l'heure, je leur rappelais que c'est des experts de la CEDEAO qui voudraient me convaincre, Yuri et moi, que justement cette loi n'a rien de contraire au protocole de la CEDEAO. D'abord, il faut rappeler que le traité de la CEDEAO est de 1915. Donc, on avait 3 étapes. La libre circulation, le droit de résidence et la 3e étape, le droit d'établissement. On a projeté pour 5 ans chaque étape. Chaque étape. Le traité entrant en vigueur en 1980, la libre circulation des personnes devrait être effective à partir de 1985. Droit de résidence à partir de 1990. Droit d'établissement à partir de 1995. Et aujourd'hui, la première étape n'est pas effective. La libre circulation des personnes n'est pas effective, ce qui est censé être effectif depuis 1985. Tenez-vous bien, allez-y en Europe, on va en Europe, on voyage à travers l'Europe, vous passez d'un pays à un autre sans le savoir. On ne vous contrôle même pas. Dès que vous accédez à l'espace Schengen, bon, on vous même contrôle. J'ai fait Genève, Berlin, Lyon, Marseille, mais on ne vous contrôle même pas. Et je vous dis, Mokhtar, le traité qui crée l'Union européenne date de quand? On a le traité de Maastricht, en 92, tout au plus qui a pris forme en 94-95. Et eux, ils ont franchi toutes ces étapes-là. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, dans l'espace CEDEAO, qu'on me dise que pour quitter le Niger, aller au Nigeria, que je rencontre des difficultés. Oui, mais comment expliquer tout c'est nos mentalités. C'est nos mentalités et c'est quand vous prenez en partie les experts de la CEDEAO sont souvent font leurs recherches, travaux de recherche, font leurs missions sous fond de l'Union européenne. Sous fond de l'Union européenne, et je vous le dis, les experts qui sont venus tenter de nous convaincre d'arrêter le combat contre la loi, ils étaient payés plus de 300 000 le jour, ils étaient à Radisson, et le barre de fond, c'est l'Union européenne. Et c'est qui renvoie à l'agenda de l'Union européenne. Et comme je vous le disais, en août 2019, à Genève, on a eu ce débat avec les ambassadeurs de l'Union européenne. Donc, ça n'a aucun sens. On ne peut pas comprendre aujourd'hui, depuis 1985, où la libre circulation des personnes et des biens est censée être effective, qu'on dise aujourd'hui, en 2024, ça ne l'est pas. Alors que même la dernière étape est censée l'être depuis 1990. 95. Donc, il se pose un problème. C'est à nous de voir qu'est-ce que nous voulons pour notre continent. Nous qui? Nous, Africains. Nous, Africains. Qu'est-ce que nous voulons? Et comme le dit tout à l'heure, l'a rappelé Kaka, ne pensez pas que toutes ces mesures qui sont prises, c'est parce qu'il y a eu des morts en 2013, les 92 morts dans le désert. Ce n'est pas trop leur problème. On peut tous crever dans le désert. Ce n'est pas leur problème ou se noyer dans la Méditerranée. Ce n'est pas leur problème. Non. Eux, leur problème, c'est arrêter ces flux migratoires-là. C'est arrêter. Ce n'est pas exactement, justement, quand on montre les photos des squelettes dans le désert, les personnes naufragées dans la mer, c'est plutôt pour nous dissuader. Pour nous dire, voilà ce que... C'est une communication selon vous. Voilà ce qui vous attend. Si vous osez franchir les barrières, braver la Méditerranée, braver le Sahara, voilà, vous serez mort. Il y a le désordre, il y a des morts parce que l'Algérie refoule de façon anarchique, dans l'illégalité, sans respecter la personne humaine, la dignité humaine. À la frontière des Nigériens et de non-Nigériens. Il y a le désordre parce que l'Union européenne a signé des accords avec la Libye qui, en réalité, n'a pas d'État, c'est de groupes armés où ils livrent des migrants africains subsahariens à des groupes armés criminels. C'est ça le désordre.
Voilà, Donc, nous sommes au terme. Nous sommes rapidement. C'est important de rappeler parce que quand vous prenez aujourd'hui, selon les chiffres donnés par le Conseil régional d'Agadez, cette question de la migration, la loi 2015 là, c'est quand même 6500 personnes qui sont concernées, qui ont eu des difficultés. La première année de mise en œuvre de cette loi 2015, c'est 65 milliards de manque à gagner pour la région d'Agadez. Et aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement avec cette abrogation. Mais j'ai dit encore une fois de plus que cette abrogation, cet article 3 de l'ordonnance qui a été prise là, cet article est problématique parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un et lui dire qu'elle n'a aucune réclamation n'est recevable. Et je pense qu'on aura le débat sur ces questions parce que c'est aussi une question de droits humains. Merci à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir Maman Kakatouda, membre de l'association alternative Espace Citoyen et spécialiste des questions de la migration, et Bra Mamadou, magistrat et ancien commissaire à la Commission nationale des droits humains. Si vous nous suivez en cours de diffusion, pas de souci, rendez-vous sur notre site internet www.studiokalangu.org et sur nos réseaux sociaux. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du Studio Kalangu. Merci aussi à la technique côté son assurée par Seyni Isaka, à la réalisation Issa Lawali. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.